le centre d'action sociale en particulier a vraiment des choses qui sont très exceptionnelles. Ce sont des établissements qui accueillent les plus précaires, les plus pauvres aussi. Et c'est la grandeur aussi du service public d'accorder à ces populations les mêmes droits qu'aux autres. Et si nous pouvions ensemble relier nos efforts pour faire comprendre que ce n'est pas en passant par des économies de personnel qu'on réglera un problème, c'est difficile de faire coïncider la variation économique et la variation éthique. C'est un peu compliqué. Les conditions de travail du personnel vont déterminer aussi le sens éthique, mais je pense que l'éthique va au-delà. Va au-delà du nombre, parce qu'on peut être nombreux et dans des situations où l'éthique et où le questionnement n'est pas présent et la prise en charge sera contraignante. Il faut savoir que dans la difficulté des établissements, c'est ce collectif qui va primer sur l'individuel. Et l'éthique, à mon avis, et ce qu'on travaille ensemble avec les équipes, c'est que cet individuel apparaît à chaque moment de la journée. La contrainte du collectif, elle est là, elle est incompressible par rapport à des horaires, par rapport à des situations où il faut être présent parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais chaque résident est un individu à part entière et qu'à un moment donné dans sa vie, dans l'établissement, il a exprimé ses choix et on doit être à l'écoute de ses choix et de sa liberté, quelle que soit la vulnérabilité de la personne. Et c'est vrai que quand on met des mots sur des situations, on arrive à extraire là où on doit agir en termes éthiques. Pas uniquement la prise en charge, est-ce qu'on va lui apporter du soin, est-ce qu'on va lui apporter à manger, mais quelle est sa part d'humanité, parce que vu la situation, je ne sais pas si vous avez vu au 4e étage, on travaille sur l'humanité qui reste dans chaque résident, et c'est des humanités qui se rencontrent à un moment dans la journée, à un moment dans la soirée, à un moment dans la nuit, avec l'un ou avec l'autre, pas forcément les mêmes. Et c'est ce travail-là qui va donner une prise en charge adaptée, une satisfaction personnelle. Parce que la prise en charge en EHPAD, moi ça fait 20 ans que je fais de l'encadrement et que j'accompagne les équipes, elle est conditionnée par leur satisfaction du travail bien fait selon une conception éthique. Il n'y a aucun soignant ou une personne qui a choisi de venir travailler auprès des personnes âgées vulnérables qui n'a pas cette notion-là. Ceux qui ont fait un mauvais choix, ils ne restent pas. C'est clair, c'est une année, ils partent. Donc le personnel, il est vraiment dans les EHPAD, en tout cas au centre d'action sociale, dans cette recherche du consentement, de la liberté et comment on peut faire avec, bien sûr, les contraintes des moyens pour assurer cette prise en charge. Voilà, donc je laisse Madame Fonrose vous lire une lettre qu'on a lue au Conseil de la vie sociale et qui pour nous exprime un petit peu l'esprit de ce qu'on dit. Ce qui nous donne envie de revenir chaque jour. En fait. À vous tous qui êtes réunis aujourd'hui, je voulais faire part de ce que j'ai déjà exprimé aux membres du personnel de la résidence Hérode qui participaient à la cérémonie d'obsèques de ma tante Bernadette. Combien je suis reconnaissante, ainsi que sa famille, pour la compétence, l'attention, les soins efficaces et la gentillesse persévérante dont elle a été entourée. Qu'il s'agisse du personnel d'accueil, du personnel soignant, à tous les échelons, de jour et de nuit, du personnel d'encadrement, d'hôtellerie, de lingerie, de ménage, des stagiaires aussi. Et je souhaite n'oublier personne. Tout cela pour qu'elle se sente bien à Hérode. Ça n'a pas toujours été parfait, ça n'a pas toujours été facile, mais vous y êtes parvenus. Parce qu'elle m'a exprimé, elle a exprimé d'une manière nette et convaincante, il y a quelques mois, en me disant « je suis bien, ici je suis bien ». Merci aussi aux résidents qui jouaient avec elle, et la disait attachante, sociable, avec son franc-parler quelquefois, un peu agressif, mais le plus souvent plein d'humour. Je vous serai reconnaissante de transmettre ce remerciement à l'ensemble du personnel. Bravo. Vous avez l'impression donc qu'il y a un climat particulier dans cet établissement, souci de la personne. Oui, Comment ça s'exprime pour vous dans la pratique? Ils sont tellement attachants, ils ont besoin de nous.
on essaie de garder quand même la part d'humanitude qui se trouve en nous. Hein. Et puis, on travaille avec ça, surtout. Puis les soins, surtout, ils sont toujours libres. Ça, c'est la liberté. Et puis, c'est chaque cas est particulier. Quand vous dites qu'ils sont libres, donc libres de circuler, c'est quoi la liberté, vous dites? Quand ils peuvent prendre des décisions. Ça, c'est parce qu'on leur demande toujours leur avis. Avant ne serait-ce que pour les vêtir, les habiller, on leur demande s'ils peuvent. Ils disent oui, s'ils ne peuvent pas. On essaie quand même d'amener à ce que ce soit eux qui choisissent. Et puis, Juste pour la compléter, même dans la vie au quotidien, pour la prise en charge de la toilette, on peut aller à un moment donné de la journée, le matin, et que la personne dorme ou nous dise non, je ne veux pas. On ne va pas la brusquer, on ne va pas la forcer. Non. On va repartir voir une autre personne et revenir voir la personne à un certain moment donné de la journée. C'est vrai que la liberté, comme dit Madame Di Camona, c'est la liberté de tous les jours. C'est pas uniquement de sortir, c'est de choisir à quel moment on veut manger, ce qu'on veut manger. Certains ne se lavent pas tous les jours chez eux. Pourquoi on les laverait tous les jours ici? On s'adapte à leurs souhaits, à leurs valeurs. Et Madame Ternaud, elle est témoin parce que alors vous pouvez exprimer. Voilà, je peux exprimer. Mes parents sont rentrés tous les deux en mai 2008 ici. Maman devenait dans un état de dépendance important puisqu'elle avait des problèmes cognitifs et puis elle n'avait plus la volonté de faire quoi que ce soit. Papa est rentré à ce moment-là pour l'accompagner, sachant qu'il avait 50 plus. Donc maman avait à ce moment-là 84 ans et papa avait donc 89 ans. Maman est décédée 6 mois plus tard et je peux témoigner de la gentillesse, de l'humanité du personnel quand c'est arrivé. J'ai été appelée chez moi en me disant que maman avait fait un malaise, demandait de venir le plus vite possible. Et première chose, j'ai dit faites attention à mon père, qui à ce moment-là était très, très autonome, sortait dans le quartier, puisque c'était son quartier, allait chercher son journal, tout ça. Bon. Quand je suis arrivée avec mon mari, le SAMU repartait, je suis allée trouver les médecins, ils m'ont annoncé le décès, ils m'ont dit « Madame, nous sommes désolés de vous l'annoncer là sur le trottoir ». J'ai dit « Mais c'est moi qui suis venue vous trouver, c'est normal ». Je suis arrivée, j'ai été accueillie immédiatement par l'infirmière référente à la sortie de l'ascenseur et mon père était déjà dans sa chambre avec le médecin et le psychologue. Bon. Marcel qui est ici s'est occupé de maman, elle est morte pratiquement dans vos bras, d'après ce que j'ai compris. Et on a eu beaucoup d'aide, ma famille et moi, dans les jours qui ont suivi, et ce jour-là particulièrement, pour toutes les démarches auprès des pompes funèbres de la ville de Paris. Et puis ensuite, ce qu'il a fallu faire est vraiment un accompagnement formidable. Et toujours une attention pour papa dans les semaines, les mois qui ont fini, même encore maintenant, 2 ans après, pour voir s'il se sent bien, s'il ne se sent pas trop seul, parce que c'est pas évident. Et je peux vraiment dire que c'est formidable ici. Et quand j'en discute j'ai 6 frères et sœurs, et tout le monde me dit cette maison est formidable. Parce qu'on est toujours bien accueillis, on voit qu'on fait très attention à la personnalité de la personne, de ne pas le braquer. Alors je ne me sens pas coupable d'avoir placé les membres de ma famille ici, de les avoir fait rentrer, parce que ce qu'ils ont ici, je ne pouvais pas le offrir. Je suis persuadée que mes parents et ma tante, ma mère est décédée, mais c'était l'évidence, elle est arrivée, on le savait. Mais mon père qui a maintenant 90 ans et sa sœur qui en a 87, s'il n'était pas ici, à mon avis, il ne serait plus de ce monde. Voilà. C'est pratiquement sûr. On va dire que c'est comme dans la population générale, il y a 80% de personnes qui ne posent aucun souci, avec qui on arrive à gérer les situations au quotidien. Il y a régulièrement des situations particulières où là, il faut mobiliser les ressources, il faut trouver des solutions adaptées, innovantes. Donc on a été confrontés à 2 situations qui nous ont marqués. Une par rapport à une résidente qui avait un souci avec l'alcool et qu'à chaque fois qu'elle prenait un verre, et sa pathologie se dégradait et elle était sous tutelle et la tutelle était gérée par son frère
Et donc cette dame-là avait encore, elle avait des troubles cognitifs, mais avait la capacité de sortir au bistrot en face et de revenir, et ça lui permettait d'avoir une vie. Et donc avec le médecin coordonnateur à qui je rends hommage ici, elle n'est pas présente, mais c'est vraiment le moteur aussi de tous les questionnements éthiques avec le personnel, c'est le docteur Guillemette Françoise. On a vu cette personne et on a essayé de négocier au cas par cas. Et un jour, son frère est venu, nous a demandé un rendez-vous solennellement avec le médecin. Les équipes étaient informées de cette réunion. Il nous a demandé textuellement qu'on était obligé de l'empêcher de sortir. Parce que sinon, ils allaient nous faire porter la responsabilité de son état de santé. Et qu'en aucun cas, s'il lui arrive quoi que ce soit, il allait porter plainte parce que j'avais obligation de ne pas laisser la personne sortir. Donc ça a duré, on est resté quand même 1h30 à expliquer ce que c'est que la liberté de la personne d'abord. Bien sûr, on tenait compte de son état de santé. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec ce monsieur-là pendant pratiquement 6 mois, à le revoir régulièrement. Et on a trouvé un compromis avec cette personne parce que vraiment son état était lié à l'alcool. Et à la fin, cette personne donc, nous a vraiment causé problème parce qu'on a fait plusieurs réunions collégiales pour trouver un consensus. Comment on va arriver à ce qu'elle ne prenne plus de l'alcool, puisque sa santé, il dépendait. Eh bien, un jour, donc, dans cette même salle de restaurant, mais une de nous a vu, mais est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de lui donner du jus de raisin? Donc, on a prévenu la cuisine en leur disant, donnez-nous du jus de raisin. On a mis du jus de raisin dans son verre. C'est une personne qui est capable de vous dire si c'est du jus ou si c'est du vin. Eh bien, en prenant le jus de raisin, depuis ce jour-là, tout était rentré dans l'ordre. En fait, cette personne voyait plutôt son image par rapport à l'entourage au niveau de la table. Donc les voisins de table, puisque eux ils prenaient du vin, donc qu'elle prenne de l'eau, ça la frustrait. Donc dès lors qu'on lui a donné du jus de raisin qui avait la même couleur que le vin rouge, eh bien, tout était rentré dans l'ordre parce que pour elle, vis-à-vis des autres, elle a aussi du vin dans son verre. Et c'est comme ça qu'on a pu résoudre ce problème qui nous a posé, mes problèmes, messieurs et madame, des problèmes. L'intérêt aussi, c'est qu'elle a pu garder cette activité de sortie. Bien sûr. Et comme elle se sentait mieux dans sa peau, et on n'a pas pris ça en considération, le fait. Et puis moi je me souviens, elle m'a pris à part, elle dit, eh ben vous voyez, parce que je suis passée, j'ai vu le verre, mais moi je n'ai pas fait attention, j'ai appelé, je ne sais plus quelle aide-soignante, j'ai dit, faites attention, voilà du vin. Elle me dit, on m'a dit non, c'est du raisin. Et elle m'a pris à part en me disant, vous voyez, j'ai la même couleur que les autres. Alors c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas pris en considération quand on a traité le problème. Ça a duré 6 mois. Et le fait aussi qu'elle puisse sortir, ça a quand même empêché ce conflit qui à un moment allait dégrader son état parce qu'elle se trouvait enfermée alors que ce n'était pas son souhait. Et après, il s'est impliqué dans l'animation parce que l'animatrice l'a embauché pour faire les plannings, les programmes, et tout ça. Les plannings, elle est pas du tout agressive. Sachez qu'avant, elle était vraiment agressive parce qu'elle ne recevait pas du vin de midi au Il ne faut pas oublier que le jus de raisin n'est pas donné devant tout le monde en fait. Mais là, vous avez une personne avec laquelle vous avez pu avoir un échange parce qu'elle avait une certaine lucidité. Voilà. Mais quand vous avez affaire à des personnes qui sont par exemple atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui n'ont pas de capacité de jugement, comment vous faites alors pour respecter leur liberté, leur consentement? Ben, pour respecter donc leur liberté, déjà on voit en collégial comment qu'on pourrait faire. Et aussi, on ne met pas la famille à côté, on joint la famille. Donc pour trouver vraiment des consentements, comment faire par rapport à cette situation. Alors on va parler de la deuxième situation où là,
Il y avait des troubles cognitifs très importants. Très important. Avec des familles présentes. Donc c'est le cas de la situation d'un monsieur qui est arrivé à l'UVP au 4e étage, que sa femme était présente, qu'elle venait le voir tous les jours. Et ce monsieur a des troubles, une pathologie avec une désinhibition sur le plan sexuel, ce qui s'est concrétisé avec une résidente aussi du 4e étage et qui était très très difficile d'abord à gérer pour le personnel, à gérer pour les familles parce qu'ils voyaient ce qui se passait, par rapport à sa femme aussi, et puis le personnel était vraiment dans une situation très très délicate parce que la femme était présente, est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle ne sait pas, et ça nous a vraiment interpellés de façon très prégnante parce que le climat est devenu très tendu, parce que les familles prenaient les personnels à part en disant vous cautionnez ça, c'est de l'adultère, ça fait ressortir tout ce qui est lié à la sexualité. La personne est mariée, comment vous pouvez tolérer ça en EHPAD? Alors on a fini par, on s'est vu avec le médecin, avec les équipes, et puis on a fini par dire on va essayer d'abord de savoir ce qui se passe sur le plan pathologie. Donc Madame Guillemette a fait intervenir l'équipe mobile de gériatrie de Bretonneau. On a discuté de la situation et à partir de ce moment-là, ils ont vu l'autre personne pour savoir si elle était consentante, la dame. Donc on a prévenu la famille, la nièce de cette dame-là, qui nous a dit textuellement qu'elle trouvait au contraire que sa tante était très bien, qu'elle était très épanouie. et que du moment que sa tante allait bien, elle ne voyait pas le problème. Et on a fait le choix de convoquer, de parler avec la femme de ce monsieur-là. C'était une situation très délicate, avec le médecin coordonnateur d'abord, et d'avoir son avis sur la situation. Et donc on a eu un échange avec elle et qui nous a confirmé qu'elle était au courant, que la situation ne la dérangeait pas parce qu'elle plaçait son mari dans le cadre de sa pathologie. Et après, on lui a dit, écoutez madame, nous, ce qui nous pose problème, d'abord que vous ayez l'information, mais qu'on puisse réunir ces familles-là parce que le personnel n'en pouvait plus de cette situation de gêne. On les interpellait parce qu'on a pratiquement une dizaine de familles qui sont présentes au quotidien dans cette UVP-là. Et les dames, surtout, qui avaient leur mari là-dedans, ça leur envoyait des choses quand même qui n'étaient pas tolérables. Après cette dame-là, on lui a dit, est-ce que vous souhaitez nous faire un écrit pour dire qu'on vous a reçu, que vous êtes informé de la situation, ça sera moins difficile pour vous, parce que je compte réunir les familles avec les médecins pour leur en parler. Et c'était une situation très délicate puisqu'on a fait la réunion ici, donc j'ai invité toutes les familles de l'UVP, tout le personnel qui travaillait à l'UVP, avec le médecin coordonnateur, le psychologue, et on a posé les choses clairement sur la table, disant voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on nous a informé, et tout le personnel était effondré de la réaction des familles qui disaient ah mais nous on n'a jamais rien dit. Mais n'empêche que cette dame-là est venue témoigner et c'était très émouvant parce qu'elle a parlé vraiment de son couple et elle nous a révélé que son mari était d'une fidélité irréprochable et que voilà quoi, elle l'a fait de façon très émouvante et puis ça a replacé les choses dans le contexte et ça a réglé le problème de façon... Vous avez dit quelque chose d'intéressant quand même, c'est que justement, elle a témoigné que son couple était très uni, etc. Ce qui est probablement le facteur essentiel pour le fait qu'elle ait pu intégrer son mari dans un contexte de maladie et de comportement de maladie. Mais il faut que vous mesuriez quand même que si l'histoire du passé conjugal avait été différente, la réaction de cette épouse aurait pu, parce que c'est des situations que j'ai déjà rencontrées, ça aurait pu être très différent et faire des taches sur les murs. Oui, non mais c'est clair, mais c'est vrai que... Vous comprenez à quel point c'est c'est pour ça qu'on a... Dans tous les cas, on ne pouvait pas. Il y a un moment, il faut quand même les choses soient posées. On ne peut pas faire semblant de ne pas avoir vu, de ne pas avoir fait, de pas... Mensonge par omission n'est pas acceptable non plus. Mais vous savez, dans les établissements du Centre d'action sociale, ce sujet qui peut paraître comme ça a quand même fait l'objet d'une réunion de tous
les directeurs d'établissement à Cachan, une fois par an, il y a un thème qui est choisi. Et je me souviens bien du thème, c'était Eros et Thanatos. Et quand on m'a dit il faut que tu interviennes là-dessus, je me suis dit mais qu'est-ce que je... Enfin, non mais c'est... Parce qu'on touche là à vraiment des sujets... Et je trouve que c'est l'honneur, parce que vous parliez d'éthique, mais c'est l'honneur d'établissement du Centre d'action sociale de la ville de Paris de ne pas se cacher derrière un petit doigt et dire voilà, ça existe. Ça existe. Comment on fait? Comment on en parle avec les familles? Comment on essaye de dédramatiser ce qui ne devrait pas être un drame, mais qui se retrouve par moments, parce qu'effectivement, ça remet en cause beaucoup de choses. Donc moi, ce sont des choses comme ça qui, effectivement, être interpellé sur ce sujet, pouvoir réagir, pouvoir après en faire une expérience pour tout le monde, parce que dans tous les établissements, il y a eu quelque chose. Pour moi, c'est vraiment de l'éthique, parce qu'on ne dit pas ça n'existe pas. Je sais qu'on est ici pour parler des rôles, mais c'est parce qu'il me vient à l'idée de l'autre établissement très particulier que le Centre d'action sociale gère et qui est à Villiers, à Villers-Cotterêts. Inutile de vous dire que c'est pas la porte à côté, mais qui ne reçoit que des SDF. Et la question s'était posée, est-ce qu'on garde cet établissement, puisque les gens nous avaient dit, oh, vos pauvres, vous les envoyez même plus en Île-de-France, mais ailleurs. Et on a travaillé avec le maire, notamment de Villers-Cotterêts, qui a dit, mais ne nous les enlevez pas. Alors, eux, ils sortent. Hein. Et de temps en temps, ils viennent même à Paris 3-4 jours, hein, parce que Paris, mais ils reviennent. Et le maire de Villers-Cotterêts nous a dit, ne nous les enlevez pas, ils sont insérés dans la vie de Villers-Cotterêts. Et si ça, c'est possible parce qu'il y a effectivement un projet pour les établissements qui n'est pas le projet de l'établissement, mais le projet des personnes qui vivent dans l'établissement et qui y travaillent. C'est toute la différence. Moi, je trouve que c'est vous qui inventez en quelque sorte des pistes de réflexion éthique. Déjà en identifiant des situations de cette nature qui ne se vivraient pas de la même manière si la personne était dans son domicile, quoi. Puis c'est vrai que c'est des situations aussi qui amènent chacun de nous à se poser des questions sur ses propres valeurs. Et c'est vrai qu'il fallait d'abord, quand on a fait les réunions, s'assurer que le personnel n'avait pas de problème par rapport à la sexualité des personnes âgées. Parce que ça pourrait être aussi le cas où on a du mal à accepter cette sexualité qui existe. Mais c'est surtout le contexte qui était un peu difficile pour les uns et pour les autres. Et je voulais juste rajouter aussi, quelquefois, attention aux médias. Parce que quand l'œil des médias se pose sur quelqu'un qui ne veut pas être changé, je pensais à ça, le média, il rapporte tout de suite. Ouais. Quelle horreur, on n'a pas changé. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose, ça c'est à travailler avec les médias, je veux dire, qu'ils ne viennent pas comme ça juste une fois, ou voir une situation comme vous la voyez, mais qu'ils s'imprègnent des choses et de la réalité de... Je vous dites, mais c'est tout l'intérêt de faire émerger ce type de questions. Absolument. Aussi dans l'évaluation d'un établissement par l'HAS, on dit on va venir faire une enquête à un moment donné, et on voit effectivement qu'il n'y aura pas eu le change de telle et telle personne, et là c'est la négligence, l'incompétence, etc. Alors que vous développez plutôt le respect de la personne. Absolument. Si à un moment donné elle n'a pas envie d'être lavée, cette personne, c'est la respecter, et que ça serait précisément de la maltraitance que de lui imposer d'une manière arbitraire ce qu'elle ne souhaite pas à un moment donné, et qu'elle souhaitera un peu plus tard. Et que si vous n'avez pas cette relation de confiance précisément, ensuite tout le reste va être dégradé. Ça, il faut l'expliquer à l'extérieur. Et je pense que c'est cette culture-là qu'il faut faire apparaître dans la réflexion éthique. Absolument. C'est-à-dire s'il y a une relation de confiance, une espèce de réciprocité, il faut qu'on respecte la personne dans son choix à un moment donné. Oui. Ça conditionnera ensuite ce que vous lui demanderez par la suite de faire. Puis excusez-moi, ça conditionnera aussi, parce que ce qu'on oublie dans les établissements, les EHPAD qui sont des lieux de vie, c'est que le résident, la personne âgée subit des contraintes déjà liées au collectif. Après, on va avoir des interventions qui, à un moment, vont devenir contraignantes. Et on peut imaginer la contrainte qu'on impose aux personnes, même quand ils ont des troubles cognitifs, toute une journée.
C'est-à-dire vous avez une intrusion d'abord qui est permanente pour les soins, pour tout. Et cette intrusion, si elle est vécue comme un contrat à longueur de journée, eh ben vous allez vous retrouver avec une personne qui n'a plus du tout même cette humanité qu'on recherche. C'est ça aussi qu'il faut. La vulnérabilité, elle se situe là. Quel est l'acte que je fais tous les jours? Parce que les soignants interviennent. Si on prend temps soignant, on peut calculer, c'est toutes les demi-heures, en tout cas l'UVP, où il y a une intervention. Il faut les accompagner, il faut les ramener, il faut les changer, il faut les aider à manger. Et c'est le quotidien en fait qui fait cet espace de liberté, ce consentement qui est donné à chaque personne. Et moi je trouve que le travail que font le personnel au chevet du résident est admirable parce que à tout moment il faut qu'il y ait cette réflexion. Et je peux vous dire que c'est pas facile. Moi ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 mois. Et il y a une dame qui a des troubles cognitifs très importants, mais qui a l'habitude de sortir. Et à la fin, son état s'est dégradé. Et un jour, elle est restée à l'accueil pendant 2 heures à la redire, vous vous souvenez, je veux sortir, je veux sortir. Et tout le monde lui dit, mais vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas. Et à un moment, on vient m'appeler en me disant, on va appeler la directrice. Donc je viens et je dis à cette dame-là, vous ne pouvez pas sortir toute seule, je vais essayer de trouver quelqu'un qui vous accompagne. Et elle m'a dit, pourquoi ? Et je lui dis, bah, écoutez, vous risquez de tomber. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, dans la maison, je marche toute seule. Je lui dis oui. Et elle dit, je ne tomberai pas plus dehors. Et au fait, j'ai trouvé ça tellement pertinent. Je lui dis, allez-y, madame. Elle est sortie, bien sûr, je surveillais de loin. Et 10 minutes après, elle est revenue, elle était heureuse. Et tout le monde était content parce que même la personne qui était à l'accueil, finalement, on s'est rendu compte que ce qu'on lui demandait, c'était complètement injustifié puisqu'elle marche toute seule dans l'établissement. Et 5 minutes après, c'est de le voir. C'est votre argument qui n'était pas le bon. Vous risquez de tomber, n'avait pas de sens. Oui, c'est l'argument qui n'était pas le bon. C'est ce que je vous dis, la vigilance. La vigilance, elle était par rapport au risque, entre guillemets, de se perdre. C'était pas par rapport au risque de suivre. Mais bien sûr. Mais je voudrais juste redire derrière Madame Capel, c'est vraiment important, que les mots sont extrêmement importants. Quand on parle des médias et des journalistes qui aiment bien faire des trucs, alors c'est vrai que c'est très porteur dans le climat du 21e siècle, les vieux ont le droit à une vie sexuelle. Là, nous étions dans la situation du 4e étage, d'une unité de vie protégée, dans lequel toutes les personnes accueillies sont atteintes de stades plus ou moins évolués de troubles cognitifs. Et il est là l'enjeu éthique. Parce que revendiquer la vie sexuelle des vieux contre toute leur tête, c'est pas un problème, c'est un droit. Ça ne mérite pas des gros titres dans les journaux. Alors que là, vous avez bien dit, il y avait un monsieur désinhibé et une dame pas très capable d'évaluer ce qu'on lui proposait de faire, même si elle en tirait du plaisir. On est dans un enjeu, puisque la nièce disait qu'elle était vachement bien. Je veux dire, l'enjeu éthique, il est là. Il est parce que c'est un monsieur qui a un trouble, qui entraîne un besoin d'activité sexuelle qu'il n'aurait peut-être pas eu sans son trouble cognitif, et une dame qui est pas trop capable de savoir à qui elle dit oui. À qui elle dit oui. Est-ce que c'est le souvenir de mon mari, mort depuis longtemps, auquel je dis oui ? Est-ce que c'est le jeune homme qui m'a dragué quand j'avais 20 ans, auquel je dis oui, etc. Il est là, l'enjeu éthique. Et le grand problème, c'est cette espèce de mélange des gros titres, des journaux, et une situation qui doit être analysée avec le regard le plus fin, le plus personnel et le plus particulier possible. Donc on a abordé un des problèmes, ou deux des problèmes en aval, mais il y a le problème de l'amont, qui va associer la famille, la personne, lorsqu'elle n'est plus dans une vraie capacité de décider, qui est restée un certain temps à domicile, le plus longtemps possible. Alors comment vous négociez, avec votre expérience que vous avez ici, comment vous négociez ce temps, qui est un temps tout à fait crucial, où on va proposer à une personne une hospitalisation, en tous les cas une institutionnalisation? Comment ça se présente chez vous? C'est très délicat parce que, si vous voulez, quand la personne a toutes ses facultés pour juger et que le médecin estime que le peu de facultés qui lui reste permet de faire un choix. Là, c'est clair, elle dit non, elle ne rentre pas à l'EHPAD. C'était le cas on a régulièrement, la semaine dernière. Voilà, on a régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'on leur dit non, l'acceptant, on leur propose des alternatives en disant essayez d'explorer
tout ce dispositif qui vous permet de maintenir cette personne à domicile, mais dans tous les cas, dans tous les EHPAD de centre d'action sociale, le consentement pour entrer dans l'institution est obligatoire. La situation la plus délicate, d'ailleurs, dans les visites de préadmission, il y a toujours les infirmières, le psychologue, le médecin coordonnateur, et puis on fait rentrer la personne toute seule, sans la famille, pour essayer de voir, d'évaluer ses capacités cognitives avant d'inviter la famille pour savoir la raison du placement. La situation la plus délicate, c'est quand la personne ne peut plus prendre de décision pour elle. Après, c'est la discussion avec la famille qui va déterminer pour savoir si la personne est réellement consentante par rapport à tout ce qui a été fait à domicile. Et puis le médecin avec l'équipe juge que l'institutionnalisation est indispensable parce que la personne est en réel danger chez elle, et on le voit bien, ou quand il y a des troubles du comportement très importants qui empêchent que la personne puisse être prise en charge. Mais c'est vrai qu'on se pose toujours la question par rapport à certains résidents, est-ce qu'ils sont consentants pour rentrer? Moi, je peux donner un cas où il y a une dame au deuxième, que quand elle est rentrée, elle avait du mal, et j'ai appris que cette dame-là justement rentrait, puisque moi j'étais dans le 10e avant, et je faisais du domicile, et j'ai appris que cette dame-là rentrait, et on me disait que comme tu connais cette personne, va la voir parce qu'elle n'arrête pas de pleurer. Et je suis passée au deuxième ce jour-là, et je suis venue la voir, et je lui dis est-ce qu'elle se rappelle de moi? J'étais dans le 10e et tout avant. Elle me dit oui, mais je veux voir ma fille, je veux voir ma fille. Et je lui dis venez, on va quand même visiter le deuxième, vous allez voir comment ça se passe. Et en priorité, ce que je faisais quand j'arrivais le matin, je demandais à mes collègues que je reste au deuxième, et je me suis ici au deuxième étage, je lui montrais comment ça se passe, parce que je savais qu'on ne pouvait pas la garder dans le 10e puisqu'elle se perdait. Cette personne, on la cherchait partout dans le 10e. C'est pour ça que sa fille a pris l'initiative de l'installer à la résidence. Et depuis, ça va, elle joue, elle fait des jeux, elle sort. Mais c'est vrai que si on a, comment dire, le rapport personnel soignant avec l'usager et qu'on connaît déjà l'usager, c'est un plus pour cette personne, parce que j'ai remarqué que dès que j'arrivais à l'étage, elle me disait comment ça se passait et elle me racontait. Voilà, c'est pour ça que... Ce qui implique obligatoirement le besoin, quand vous parlez de prendre une décision d'accepter ou d'offrir des alternatives, ça implique impérativement que le domicile soit en lien avec vous. Qu'est-ce qui se passait est-ce que cette dame, quand elle était sur son territoire, chez elle, est-ce qu'elle ne mettait pas à la porte systématiquement toutes les offres d'aide, alors que n'étant plus sur son territoire ici, elle accepte de l'aide, mais chez elle, dans son intimité personnelle, elle les refusait. Ça demande impérativement un lien entre vos points émeraudes, les personnels du domicile. Il n'y a pas que la famille, il y a aussi toute l'action du domicile. Si on veut offrir des alternatives, il ne faut pas que ces alternatives elles soient basées sur le mensonge, c'est-à-dire il y a des alternatives, mais en fait la dame ne peut pas en profiter. Non, mais en général, vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais en général, on a quand même une relation, parce qu'il y a déjà le dossier médical qui est établi, il y a déjà un rapport social pour le placement, et ça peut aussi ne pas correspondre à la personne. La personne qu'on a refusée la semaine dernière, elle était en capacité de non, je ne veux pas rentrer, on ne peut pas l'accepter. Éthiquement, quelqu'un qui dit je ne veux pas, qui a la capacité, je suis désolée, il ne rentrera pas en établissement. Parce que c'est aussi aller à l'encontre des situations. C'est sûr que cette dame-là, on a gardé le dossier, on a dit à sa famille, écoutez, vous essayez d'abord, parce que ces personnes-là n'avaient pas encore exploré tous les dispositifs du domicile. Donc on a joué un rôle de conseil, on ne les envoie pas dans la nature en disant on ne vous accepte pas, mais on a remis la situation entre le médecin, ce qui se fait souvent, le médecin rappelle le médecin en disant écoutez, la dame ne souhaite pas rentrer en ce moment, il faut voir avec, on leur donne les adresses du Paris.Émeraude, on essaie de rejoindre l'assistante sociale de secteur pour proposer des alternatives tant que la personne n'est pas consentante. Et surtout qu'elle n'est pas dans une situation de danger imminent de rester chez elle. Et elle dit non, je ne veux pas rentrer. Donc il n'y a pas quoi, il y a 3 semaines de ça. On a une dizaine de jours. Ouais. Comment alors vous intégrez la personne, on peut appeler pensionnaire si on veut, je ne sais pas quelle est la détermination, les résidents, et puis la famille
dans la vie démocratique de l'institution. On parle de plus en plus, il y a des instances en quelque sorte où on détermine un petit peu les choix de l'institution avec ceux qui en sont les bénéficiaires. Comment ça se passe? Il y a des réunions régulières Madame Ternot peut en témoigner. Alors, je ne sais pas si on fait bien, en tout cas on fait des choses, mais... Alors il y a déjà le Conseil de la vie sociale, où il y a des représentants des familles, donc ça veut dire qu'il y a eu des élections à un moment donné pour choisir les représentants des familles. 2 fois par an, il y a une réunion des familles, donc au mois de juin à peu près, donc à la veille des grandes vacances, et puis là au moment de Noël, ce qui permet de faire une réunion festive en même temps. Le matin est consacré à une réunion dans cette salle avec les familles, où les familles, on va leur exposer tout ce qui peut changer dans l'établissement, les histoires tarifaires, les dispositions. La dernière fois, il y avait le petit déjeuner en chambre, voilà. Et puis les familles vont pouvoir poser toutes leurs questions, tout ce qui les tracasse, si vous voulez. Et puis alors nous maintenant, en tant qu'association des familles, on va tâcher de relayer un peu plus. Lors de la dernière réunion des familles au mois de juin, une 12aine de familles nous avaient dit qu'elles étaient partantes pour l'association. Notre but, c'est de créer des liens entre les familles, d'aider justement dans les moments difficiles. Ça peut être l'entrée, ça peut être le moment où il y a des décisions à prendre parce que l'état de la personne se dégrade. Si vous aviez à définir quelques règles, principes en quelque sorte de l'éthique par rapport aux questions qu'on aborde, c'est-à-dire la personne dépendante, quelles seraient les valeurs qui vous semblent les plus importantes d'un point de vue à la fois du politique que vous êtes et de la personne engagée? Déjà, du point de vue de la politique que je suis engagée, c'est d'intégrer dans la démarche, toutes les démarches, c'est d'intégrer justement cette valeur éthique. Je vais vous donner 1 ou 2 exemples. C'est d'abord, on s'est dit, avant les établissements, ils étaient refermés sur eux-mêmes. Ils étaient le dos à la cité. Et maintenant, c'est de les mettre face à la cité. Ne plus regarder les personnes âgées comme des gens qu'on doit cacher parce qu'on est dans une société où la vieillesse est mal vue. J'insiste beaucoup sur le respect dû au personnel. Je le dis partout, donc ce n'est vraiment pas de la brosse à reluire. Il faut aussi respecter les personnels dans toutes leurs dimensions, parce que ils sont comme nous, des êtres humains avec leurs limites. Et quand on arrive le matin, on a aussi eu peut-être de grandes joies, mais aussi des petits soucis, de grands soucis, et il faut pouvoir garder ça pour pouvoir être accueillant envers les autres. Je crois que les grandes valeurs éthiques, elles sont là, elles sont dans ces mots-là. Le mot de respect, qui est tellement galvaudé, mais qui est tellement vrai. Mais tout ça se rejoint avec, franchement, fondamentalement, l'idée, c'est de se dire, quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quelle que soit l'avancée en âge, on est dans une ville qui accueille tous ses habitants, et ses habitants, ce sont aussi ceux-là. Et puis l'autre aspect aussi éthique, parce que je n'oublie pas que Bertrand Delanoë m'a donné aussi cette délégation, et je crois être la seule en France à l'avoir de manière officielle, c'est les solidarités avec les générations. Et ça rejoint, à partir du moment où vous mettez un établissement au cœur de la cité, vous faites que les passerelles s'installent, que le regard des uns sur les autres, et là je dirais même des personnes âgées sur les plus jeunes, je ne parle pas des enfants, parce que ça marche très bien, je parle des jeunes, qu'il n'y ait pas de regard de suspicion. On est dans une société où on doit, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, je préfère qu'on le veuille, vivre ensemble. Peut-être pour la conclusion, Catherine Olivet, parce qu'en général, elle conclut toujours sur une envolée, à la fois une analyse et une envolée. Ce que j'aimerais juste dire peut-être, c'est je m'interroge toujours pour savoir si la personne âgée doit être au cœur de la cité. Vous avez dit la ville accueille ses habitants. Moi, il me semble que normalement, c'est les habitants qui font la ville. C'est ce que j'ai dit après. Voilà. J'ai dit ils font partie de la ville. Moi, je veux pas que les personnes âgées, on leur dédie une place comme ça, parce que l'inverse. J'ai dit l'inverse. Voilà, c'est vraiment j'ai dit l'inverse. Et puis, je voudrais vous dire quand même qu'il y a d'énormes avantages à être
comme vous et moi avec des cheveux blancs, je viens de le vivre ce matin, c'est que dans le RER qui était bondé pour cause de... On vous a laissé la place, ça m'est arrivé un récemment. charmant jeune homme a obligé un autre à se lever en lui disant « Laissez votre place, il y a une dame âgée qui a besoin de s'asseoir. » Ça m'est arrivé très récemment. Moralité, il ne faut pas désespérer. Jamais. Que les valeurs restent encore bien présentes, y compris chez de nombreux jeunes. Que des attentes, et je voudrais dire que dans les EHPAD, la moyenne d'âge des professionnels est souvent très jeune. Il y a donc bien des valeurs et des attentes et des témoignages de gens jeunes, autant qu'on puisse définir l'expression, qui sont là aussi pour être des témoins permanents et quotidiens de ce qu'on baptise à la mode le lien intergénérationnel, la place, etc. Eux, ces jeunes-là, qui travaillent dans les EHPAD, qui travaillent à domicile, qui sont des infirmières de SIAD à domicile, qui sont les assistantes sociales des points émeraudes, tous ces gens-là sont des acteurs de la vraie vie et du vrai respect au quotidien. Et c'est de ces témoins-là auxquels il faut donner la parole.